Comment peut-on passer d'un chef-d'œuvre crépusculaire, futuriste, à l'esthétique unique, un monument de la science-fiction qui se range aux côtés de Matrix, Blade Runner ou Metropolis, à l'un des pires blockbusters hollywoodiens sortis ces 10 dernières années, une véritable catastrophe industrielle et artistique? Comment peut-on avoir réalisé The Crow, Dark City, ou même l'excellent et trop méconnu Spirit of the Air, Gremlin of the Cloud, et accoucher de tels plans et d'une telle mise en scène dans l'atroce God of Egypt? J'avais envie aujourd'hui de consacrer un gros format à un portrait, c'est un peu le retour des portraits, ça fait presque 2 ans que j'ai pas fait ce format, parce qu'il nécessite énormément de travail, c'est vraiment pas un format que je fais à la légère, mais là j'avais envie vraiment de vous parler d'un cinéaste que je trouve très paradoxal. Un cinéaste n'ayant pas forcément réussi à négocier le virage des années 2000, un cinéaste pourtant fascinant, qui a eu un réel impact à Hollywood, avant, diront certains, de se laisser manger et de devenir un quelconque faiseur de série Z. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Si oui, comment c'est arrivé en fait? Aujourd'hui, on va se pencher sur cette question, et on va se demander, qu'est-il arrivé à Alex Proyas? Déjà, un peu de contexte, rien ne prédestinait Alex Proyas au cinéma. Il est né à Alexandrie et il va émigrer vers l'Australie à l'âge de 3 ans pour grandir dans un milieu qui est quand même assez pauvre, qui est constitué principalement d'autres immigrants et d'autochtones. Il n'habitait pas vraiment dans la ville, il habitait en banlieue. Et il parvient quand même à s'inscrire en école de cinéma. Mais c'est pas par ses quelques petits courts-métrages qu'il réalise en tant qu'étudiant qui ne sortiront jamais qu'il va se faire remarquer, c'est en réalisant des clips musicaux qui gagne de plus en plus en vue et en ampleur, au point où arrive un moment où en fait on lui dit mais va à Los Angeles et travaille pour MTV, travaille dans la pub, travaille avec des artistes américains, et c'est ce qu'il fait, notre ami Alex, et vous savez quoi, il va devenir une petite référence dans le milieu alors qu'il a à peine 20 ans. Qu'est-ce qu'on faisait à 20 ans, nous? Qu'est-ce qu'on faisait à 20 ans? Et bref, vu qu'il s'installe en tant que référence, il va quand même bosser avec Alphaville, avec Sting, avec Michael Field. Je vous ai déjà parlé de mon amour de Michael Field, j'adore Michael Field, donc j'en parle sur Insta un jour d'ailleurs, parce que vraiment je suis amoureux de Michael Field, mais c'est pas du tout le sujet, Louis, en fait. T'es un peu trop surexcité de faire cette vidéo, j'ai l'impression, tu pars un peu dans tous les sens là. Je vais me recentrer. Donc, le voici à Los Angeles, notre ami Alex Proyas. Il réalise des clips, il bosse pour MTV, il fait pas mal de pubs aussi pour Nike, pour Coca-Cola. Sur le papier, c'est un peu la même trajectoire, vous allez me dire, qu'un autre grand cinéaste, qui lui aussi d'ailleurs a un peu mal négocié les 10 dernières années, notre ami David Fincher, dont un jour il faudrait que je parle aussi sur cette chaîne, mais on se recentre. Donc il est pas à plaindre, Alex Proyas. Il arrive à survivre en tenant une caméra, mais il y a quand même une petite frustration qui le ronge. Je veux dire, lui, à la base, ce qui l'intéresse, c'est le cinéma. Il rêve de cinéma, alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va coffrer de la thune, il va continuer son taf qu'il va considérer comme un travail alimentaire, jusqu'à retourner en Australie à l'âge de 24 ans pour réaliser son premier long métrage, en totale autonomie, en totale indépendance et quasiment intégralement autofinancé, un film complètement oublié qui s'appelle Spirit of the Air, Gremlin of the Cloud. Un film réalisé avec 500 000 $, premier long métrage d'un cinéaste qui jusque-là n'avait réalisé du coup que des courts métrages qui ne sont jamais vraiment sortis et des clips musicaux. Vous allez voir, l'héritage de ces clips musicaux c'est quand même assez percutant quand tu regardes ce film-là et bien d'autres, mais ça je vais y revenir. Et vous connaissez mon point de vue sur les premiers longs métrages. Généralement, j'adore en fait voir l'imperfection d'un premier film. J'adore voir l'imperfection et la sincérité qui se dégage d'une œuvre qu'on sait être ultra importante pour le cinéaste, qui du coup bien souvent va mettre dans ce premier film tout ce qu'il a dans la tête, quitte à déborder, quitte à mettre trop de choses, quitte à être un peu confus et brouillon au détriment de la cohérence, de la subtilité, de la maîtrise, mais en fait peu importe, on l'accepte, c'est un premier film, et moi j'arrive toujours à avoir une espèce de sincérité dans ses imperfections. Bon, Spirits of the Air, c'est exactement ça, et dans ce sens, c'est un film que je trouve être très précieux pour ces qualités-là, parce que pour moi, ce sont des qualités. Surtout quand on se rappelle que le cinéaste a 24 ans. C'est donc un film australien dans les années 80, et quand on fait un film australien dans les années 80, globalement, on va
va vers le post-apo, hein. C'est exactement ce qui s'est passé. Ce film est un film qui se passe après l'apocalypse, et on va suivre deux frères et sœurs qui sont bloqués dans le désert depuis la mort de leur père. Ils sont vraiment bloqués dans une maison, dans un désert post-apocalyptique, et ils trouvent une raison d'exister par le fanatisme religieux et par la construction d'une espèce de machine volante qu'ils rêvent en fait, qu'ils essayent de construire désespérément et qui leur permettrait de quitter cette terre. Un jour, un étranger, un ermite, va arriver devant leur porte et la sœur va se persuader qu'il s'agit du diable venu sur terre. Bon, bah à partir de là, on a un long métrage d'1h30 qui met déjà en valeur l'énorme qualité du cinéma d'Alex Proyas, c'est-à-dire la capacité qu'il a de créer un monde. Très imparfait dans son rythme et même dans le traitement même de ces thématiques qui auraient peut-être mérité un peu plus de subtilité, Spirits of the Air, c'est un film magnifique. Magnifique par une espèce d'originalité permanente, notamment via les cadres que le cinéaste nous pond. Magnifique aussi par la sensorialité qu'il arrive à créer par son film en fait. Très honnêtement, c'est le seul film qui a réussi à me donner chaud par l'écran en filmant le désert quoi. C'est vraiment le seul film qui a réussi à me transmettre ce que les personnages ressentaient de manière très sensorielle. Et vous allez voir, c'est une qualité que le cinéaste va reproduire dans pas mal de films de sa filmo. Et en tout cas, me donner chaud en voyant le désert, il y a que ce film-là qui a réussi avec Waking Friday de Ted Kotcheff, qui c'est pas peu dire, hein, c'est un monument pour moi ce film. Et réussir ça, c'est très très fort. L'ambiance, elle est étouffante. On sent vraiment, ouais, comme je l'ai dit, chaleur, mysticisme du désert. Le film a une force visuelle et évocatrice assez dingo. Et surtout, cette direction artistique est très marquée. Elle est même, j'ai presque envie de dire, très rock en fait, très musicale. Il y a des plans, on dirait vraiment une pochette d'album en fait. Et en tout cas, c'est des plans qui auraient eu complètement leur place dans un clip de rock, même d'un clip de Madonna. Ça fonctionne parfaitement. On sent la capacité de Alex Proyas à créer des plans emblématiques en 2 secondes quoi. Et vraiment, cette direction artistique très exubérante et parfois franchement clipesque va certes cantonner le film au statut de petite bizarrerie imparfaite mais fascinante, mais aussi et surtout avoir de belles conséquences sur la carrière de l'ami Proyas. Mais bon, on va pas sauter les étapes. Spirits of the Air ne rapportera évidemment pas $1. Ce sera un échec commercial. Bon, alors il fera bien quelques festivals, il aura bien quelques petits prix comme ça, mais il sera vraiment pas considéré comme un tremplin pour l'ami Alex Proyas. Hein. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est lui qui en parle le mieux. Après Spirits of the Air, on m'a offert quelques films et la majorité d'entre eux étaient quand même assez éclatés. Et d'ailleurs, la majorité d'entre eux ont existé sans moi. Par exemple, on m'a offert l'une des suites des Griffes de la Nuit. Et moi, je voulais pas faire de suite parce que pour moi, le fun, en fait, c'est vraiment de construire. J'avais déjà écrit Dark City et c'était le projet que je voulais faire absolument, mais personne n'allait me donner autant d'argent pour ce qu'il considérait être un cinéaste qui n'avait pas fait ses preuves. Donc j'attendais juste qu'un projet vienne un peu dans mes mains, un peu de nulle part. Et c'est ce qui va arriver en 1992. Parce qu'en 1992, à Hollywood, il y a 2 producteurs, Jeff Most et Edward Pressman, qui font un peu le tour de tous les réalisateurs de clips musicaux pour un film à gros budget. Vraiment une grosse adaptation, une adaptation de comic books, vraiment un film qui serait complètement dans les codes d'un cinéaste musical exubérant à la DA ultra rock. Et du coup, on va contacter Alex Proyas pour lui proposer de réaliser un film que vous connaissez. That when someone dies, a crow carries their soul to the land of the dead. But sometimes, something so bad happens that a terrible sadness is carried with it, and the soul can't rest. Je vais pas m'attarder sur The Crow, j'en ai déjà beaucoup parlé sur Intercut, notamment dans une vidéo sur ces films comme Batman en mieux. C'est un excellent film, mais aussi un film qui est plus marqué par la mort de Brandon Lee que par la mise en scène de Alex Proyas. C'est un film pourtant qui repose sur une atmosphère géniale, une atmosphère extrêmement stylisée, un film qui met encore une fois en valeur la capacité de Alex Proyas à créer un univers entier. Un film qui va être un gros succès et qui va permettre à son cinéaste enfin de franchir une étape et de réaliser son film de cœur. Le film qui traîne dans son placard depuis 5 ans, qu'il a écrit en Australie quand il était encore étudiant et sur lequel là par contre je vais m'arrêter tant il est représentatif de la qualité du style du cinéaste en fait. Dark City est un chef-d'œuvre et l'une des pierres angulaires du cinéma de science-fiction américain. Et je voudrais commencer par citer encore une fois l'ami Alex. Une citation qui pour moi est ultra importante quand tu cherches à comprendre sa filmographie et notamment Dark City. Pour moi, l'excitation créative
total quand on fait un film, c'est pas tant de capturer le monde réel, mais c'est vraiment de créer un monde en fait de A à Z qui n'existe que dans ma tête et de lui faire prendre forme. C'est la seule chose qui m'excite et qui me satisfasse. Dark City, c'est tout à fait ça. Pour la première fois, là, le cinéaste a un vrai gros budget et il dispose, chose qu'il n'avait pas eu sur The Crow, d'une autonomie et d'une confiance totale d'un studio hollywoodien. Et il va livrer le film qu'il a en tête de A à Z, sauf cette introduction qui a été imposée par le studio avec une voix off, mais qui sera 6 mois plus tard enlevée dans une version Director's Cut. Donc vraiment, il n'y a pas eu de clash avec le studio. Alex Proyas a fait le film qu'il voulait faire de A à Z. Il y a une voix off rajoutée pendant l'introduction, c'est pas grave, on l'a viré dans la Director's Cut. En dehors de ça, c'est son film entièrement. Et dans ce récit où on suit un homme qui se réveille sans aucun souvenir, qui est accusé de meurtre, qui erre dans une ville nocturne entre cyberpunk, film noir et film d'anticipation SF pour retrouver la mémoire, mais en fait, je trouve qu'Alex Proyas il déploie sa plus grande qualité, c'est-à-dire l'immersion. L'immersion et la construction d'un monde. Rappelez-vous ce que je disais sur le désert dans Spirits of the Air. Là, on nous plonge vraiment dans, dans la peau, encore une fois, du personnage et on ressent tout ce que ressent le personnage principal. Et croyez-moi, il y a peu de cinéastes qui sont aussi bien parvenus. Ce qui me marque en fait dans Dark City, c'est la capacité qu'a le cinéaste de nous imaginer là. Et le cinéaste va juste longtemps laisser notre imagination combler les trous. En fait, il va créer son univers, il va créer sa vie, il va créer un contexte spatio-temporel de A à Z, il va même créer son ambiance, et il va ensuite nous laisser déambuler dans les bas-fonds de cette ville, de la ville qu'il a créée, et il va laisser notre cerveau créer tout ce qu'il y a autour de ce contexte et de ce cadre qu'il nous pose. Et au final, ça va nous faire nager en pleine paranoïa, comme notre personnage principal. On nage en plein complot, on n'est pas forcément aidé par le cinéaste, comme le personnage principal à qui il manque la mémoire, il nous manque des éléments de compréhension et on est plongé dans un contexte qu'on ne maîtrise pas. Et encore une fois, mais vraiment, je me suis rarement senti autant impliqué et surtout senti autant lié à un personnage par l'atmosphère et par la construction du monde en fait. Cette capacité à poser un cadre en quelques secondes, et c'est pas quelque chose de fréquent, hein. Et dans Dark City, le personnage principal, en fait, c'est la ville. Et nous, on n'est qu'une âme qui essayons de comprendre cette ville pendant 2h30. Mais c'est tout quoi. Et c'est vraiment l'un des plus grands morceaux de cinéma de SF/film noir que j'ai pu voir et qui marche complètement dans les pas de Blade Runner. Mais alors comment un créateur d'atmosphère aussi puissant, aussi doué que ce cinéaste, capable de créer un monde post-apocalyptique hyper marqué et mémorable avec 500 000 $, capable de sortir une pierre angulaire ayant largement influencé Matrix avec Dark City, comment un mec comme ça en est venu à réaliser God of Egypt? Qu'est-ce qui s'est passé en fait entre temps? Je veux dire, d'où elle vient cette chute? Parce que pourtant, Dark City a été un échec commercial. C'est une certitude, Dark City n'a pas ramené ce qu'il aurait dû ramener, et du coup Alex il a eu un bon réflexe après ça. C'est-à-dire qu'il est retourné en Australie. Il est retourné en Australie faire un film qui a coûté moins d'1 million de $, qui s'appelle Garage Day, sur ses premiers amours, c'est-à-dire la musique, en suivant un petit groupe de métal australien qui rêve de devenir grand. Et c'est un film que je trouve être très sympathique, un film beaucoup trop oublié dans sa carrière, mais qui est extrêmement sincère, et qui est très simple, qui met en scène des acteurs et actrices quasi débutants, qui se base sur une mise en scène assez sobre à hauteur de visage, qui a un discours gentiment et volontairement un peu niais, parce que ces personnages ils croient en l'utopie de leur projet, ils croient en l'utopie de devenir plus grands que ce qu'ils sont, jusqu'à débarquer et finir dans un festival de rock à Melbourne. Et encore une fois en fait, Alex Proyas créé un monde, cette fois sans moyens, mais il crée un monde, un fantasme cette fois. Il crée un fantasme, c'est-à-dire le fantasme d'un groupe qui se rêve plus grand qu'ils ne le sont, et dans une scène finale ultra libérateur, vraiment le climax de ce film, ça fait vraiment du bien. En fait, il concrétise ce fantasme et le monde que les gamins se sont créés dans leur tête pendant tout le long du film, en les plaçant tête d'affiche d'un énorme festival. So everyone, my name's Freddy. And we... No, oh, Jim Morrison lives, man! Just let him play! Let him play!
C'est un film que je trouve être très très sympathique, Garage Day, que je vous conseille vraiment fort. C'est un film qui mérite largement d'être cité. C'est un film qui se repose encore une fois sur les qualités d'Alex Proyas. Petite sélection à Sundance, mais bon bah évidemment un gros bid au box-office, on pouvait s'y attendre, parce que c'est pas le genre de film qui va attirer les foules malheureusement. Et là faut se dire que ça commence quand même à faire beaucoup pour le cinéaste, qui perd peu à peu son statut d'auteur total pour devenir au milieu un faiseur qui va coûter pas trop cher aux yeux d'Hollywood. Bah oui, parce que quand on lui donne carte blanche, il fait Dark City ou il fait Garage Day, bah ça fait un gros bid au box-office. Quand on lui donne un film avec des gros stars, quand on lui donne un film attendu, ça donne The Crow, ça marche au box-office. En fait, c'est un cinéaste à qui il faut donner des gros stars et des blockbusters assurés, même si contrôlés de A à Z par les studios pour qu'ils réussissent. En fait, c'est ça la logique hollywoodienne. Et c'est ça que devient Alex Proyas au fur et à mesure des bits qu'il réalise au box-office. Le nom d'Alex Proyas n'étant absolument pas vendeur pour le grand public, il faut avoir un blockbuster qui a d'autres arguments que lui. Et pour continuer à réaliser, il va devoir commencer à se plier aux règles hollywoodiennes. Sans qu'il ne soit catastrophique, loin de là, iRobot, son prochain film, ne porte que bien peu des qualités démontrées par le cinéaste dans ses précédents films. En fait, c'est même plutôt un film qui est entièrement dédié à sa star principale, c'est-à-dire Will Smith, qui est à l'époque l'acteur le mieux payé au monde et l'un des plus grands acteurs du monde, tout bêtement. iRobot est un placement de produit géant dédié à la gloire de Will Smith et de Converse, quoi. Vous connaissez l'histoire, en 2035, on suit un inspecteur qui enquête sur le suicide d'un scientifique, et son principal suspect, c'est un robot qui, pourtant, sur le papier, est complètement incapable de faire du mal à un être humain. Une adaptation de Asimov, c'est quand même ambitieux, et le résultat, c'est un blockbuster qui est pas mal fichu, qui est plutôt bien mis en scène, avec quelques bonnes idées. Il y a des tentatives de construction d'univers dans le premier tiers, mais qui sont quand même bien vite sacrifiées sur l'autel d'une action superflue que, et c'est là le plus grave, n'importe quel cinéaste aurait pu filmer en fait. Et Proyas, il le sait avant même de réaliser le film. Ce film, ce sera un succès. Et le succès de ce film sera pour lui un piège, pour lui qui n'a été qu'un yes man sur ce film, un employé des studios hollywoodiens, embauché pour mettre en image des films qu'il ne maîtrise absolument pas. C'était une expérience vraiment déplaisante. À tous les niveaux, le studio gérait tout de A à Z, défonçait toutes mes idées, et vraiment c'était le cas pendant toute la production, de la pré-production jusqu'au tournage, en passant à la post-production. Évidemment, iRobot a été un gros succès, donc moi on m'a offert pas mal d'autres possibilités de films, mais j'ai tout refusé parce que je voulais pas retourner dans une grosse expérience de studio. Vraiment, une fois c'est suffisant dans ma vie. Alors je suis allé vers Prédiction, qui a été une super expérience, ne serait-ce que pour une raison. Pour ce film, j'ai pu faire exactement ce que je voulais. Prédiction, le film d'Alex Proyas qui suit iRobot, c'est un gros problème pour moi. J'ai presque envie de dire que c'est avec ce film que je marque la véritable chute du cinéaste. Parce que iRobot, qui était évidemment qualitativement à milieu de ce que le cinéaste avait pu faire, et surtout qui était un film où on ne retrouvait jamais la patte du cinéaste, pouvait se cacher derrière l'idée de ok, c'est une grosse production avec Will Smith, les studios ont tout baisé, c'est pas mon film. Parce qu'effectivement, iRobot n'est pas un film d'Alex Proyas, clairement pas. Et là, Prédiction, dans les interviews, il le dit, c'est le film qu'il a voulu faire. C'est son film. Et ça me va pas. Parce que Prédiction, c'est une erreur. Dans ce film apocalyptique avec Nicolas Cage, qui du coup va lutter contre l'apocalypse, rien que ça, c'est juste impossible de retrouver la patte d'Alex Proyas. Vous voyez les séquences hors du temps musicales, ces plans hyper marquants qui semblent tout droit sortis d'un clip de Pink Floyd, de Madonna, cette volonté très artisanale de construire un monde. Non, ici, pas du tout. Ici, et c'est d'ailleurs pour la première fois de la carrière d'Alex Proyas, il va passer au numérique, donnant à son film un aspect que je trouve être très très lisse en fait, très très impersonnel, à la mise en scène qui est pas mal foutue, c'est correct je dirais. C'est parfois spectaculaire grâce aux effets spéciaux qui sont assez géniaux le temps de quelques séquences, mais c'est au service d'un film très bête et à mon sens hautement symbolique. Pourquoi ? Parce que les seules séquences réussies de Prédiction sont les séquences d'apocalypse, sont les séquences où Alex Proyas détruit le monde en fait, les séquences où il détruit le monde qu'il a construit numériquement. Pour un cinéaste qui a fait de la construction minutieuse et quasi artisanale d'un monde et d'un univers son principal atout artistique,
Ça fait mal quand même, hein. Et j'aurais aimé, et j'ai essayé d'y voir un geste un peu rageur d'un cinéaste contre Hollywood. Un geste thématique fort contre un système hollywoodien qui détruit plutôt que crée. Mais pas du tout, enfin, faut voir la réalité en face, pas du tout. Proyas, il a une carte blanche totale, il est producteur exécutif. Et Proyas a livré un film qui est encore bien plus formaté, conformiste et lisse que ne l'était iRobot. Un film où on retrouve un metteur en scène talentueux, ok, un metteur en scène qui est capable de séquences assez fortes, capable de changements de ton, où on va passer de la science-fiction au thriller paranoïaque, capable de séquences qui fonctionnent, mais un metteur en scène doué qu'on aurait pu interchanger avec un autre metteur en scène doué. Et ça, je le tolère pas. Ça, c'est beaucoup trop loin pour moi du potentiel que nous a laissé entrevoir Alex Proyas. Encore un succès au box-office. Ok, c'est bien gentil tout ça. Maintenant, faut concrétiser artistiquement, tonton. Et Alex Proyas, pour la suite, il a un autre projet de cœur qui traîne dans son placard depuis bien longtemps. Une adaptation du poème épique de John Milton qui s'appelle Le Paradis perdu, qui nous raconte en gros comment Satan introduit le mal en l'humanité par la tentation du fruit défendu. En gros, hein, je vous résume tout ça, mais c'est un film en motion capture, un film décrit comme sombre, épique, évidemment mythologique, acheté par Legendary Pictures qui compte lui donner un budget de près de 120 millions de dollars. Je signe. Bradley Cooper dans le rôle de Lucifer, pourquoi pas. Pendant 2 ans, Proyas va bosser sur ce film à fond. Il ne faudra que quelques mois au studio pour l'annuler purement et simplement, puisque le studio va prendre conscience qu'en fait, au niveau budget, ça va vraiment être beaucoup trop ambitieux, c'est pas possible. Proyas n'a encore rien prouvé, en fait, malheureusement, prédiction, les gens sont allés voir parce qu'il y avait Nicolas Cage. iRobot, les gens sont allés voir parce que, il y avait Will Smith. Le reste, Dark City, four. Garage Day, four. Stranger on the Cloud, personne n'a vu ce film. On ne peut pas donner un tel film à Alex Proyas, c'est pas possible, on ne peut pas prendre de risque avec ce réalisateur. Bon, il faut vite rebondir là. Il faut revenir à ce que le cinéaste maîtrise. Il faut partir sur un film peut-être plus simple, mais où il faut créer un univers entier. En 2012, on lui propose un film mythologique sur ses origines, c'est-à-dire sur la mythologie égyptienne. Je rappelle qu'il est égyptien. Un film de fantasy basé sur une réalité alternative à l'Égypte antique. Tout est à construire, c'est du pain béni, et là vraiment c'est qui tout double. Si tu te rates, c'est mort. Alex Proyas, lors de la production, il part d'un film inspiré par Ray Harryhausen, par L'homme qui voulut être roi, par Les canons de Navarone, par Indiana Jones 3, par Lawrence d'Arabie, et... Enfin, je veux dire, les inspirations sont là. On le met dans son élément, c'est-à-dire qu'il a un film qui va pouvoir créer de A à Z et tout un univers fantaisiste à créer. Ça va être une débâcle et l'un des pires films que j'ai pu voir. Et voilà comment Alex Proyas le justifie. Bon, je suis reparti avec le studio avec lequel j'ai fait prédiction, et donc on partait sur un budget de plus de 100 millions, mais malheureusement l'échelle du film leur a fait peur au point où en fait ils remettaient en question toutes mes décisions, toutes mes nuances, toutes mes subtilités, tous mes détails, et c'est vraiment une expérience que je suis heureux d'avoir derrière moi, quoi. Parce que vraiment, ma relation avec le studio était devenue tellement peu plaisante. Bon, vous savez que je suis souvent du côté des artistes, notamment quand on parle de grandes majors hollywoodiennes. Mais j'ai du mal avec cette déclaration. Pourquoi ? Parce que pour moi, rien ne justifie God of Egypt. Ratage cosmique et absolument mémorable parmi les blockbusters contemporains, on n'a jamais vu ça. On en vient à se demander, enfin vraiment moi je ne comprends même pas comment ce film a pu sortir. Je comprends même pas comment ce film a pu être produit, je comprends même pas comment un artiste a pu accepter de laisser sortir ça. Ça ne ressemble pas, évidemment pas, à un film de Proyas. Regardez ces plans là, mais c'est scandaleux. Ça n'a même pas un minimum de rigueur, je veux dire les films de producteurs généralement, ok, c'est pas très intéressant, mais au moins c'est lisse, c'est acceptable visuellement. Vous voyez ça? Mais regardez ça! Ce film, c'est un film d'une laideur rare, avec des décors complètement vides, des effets spéciaux qui sont pas finis, c'est un incident industriel, c'est un ratage, ça a coûté 100 millions de dollars, un hommage à Ray Harryhausen. Imaginez Ray Harryhausen qui voit cette scène-là. Le gars pète un plomb, je pense. Alex Proyas, soit s'est fait bouffer, soit n'a plus aucun style à vendre, malheureusement. Sorti en 2016, Gods of Egypt a été un ratage
total mais complètement foiré par les critiques, par le box-office. Et depuis 2016, Alex Proyas est clairement banni d'Hollywood puisqu'il ne réalise que des petits courts-métrages dans son coin. Ça fait presque 10 ans maintenant. Même s'il a lancé un tournage le 21 octobre 2024 en Australie pour un film qui s'appelle RUR, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre sur l'origine du mot robot. Ça a l'air plus simple, pourquoi pas, mais en l'état, la carrière de Proyas n'existe plus. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un cinéaste qui a jamais su s'adapter au numérique? C'est une possibilité, parce que là, depuis qu'il filme en numérique, les films d'Alex Proyas ressemblent à des énormes bouillies qui n'ont rien d'artisanal, rien de minutieux et rien de détaillé. Ou alors, et ça c'est une vision peut-être un peu plus tragique, peut-être qu'il aurait dû rester un petit cinéaste australien en fait. Parce que c'est le pays où il a réalisé ses 2 meilleurs films mis à part Dark City, c'est-à-dire Garage Days et Spirit of the Air. Dark City, il l'a écrit et théorisé quand il était encore étudiant en Australie, quand il n'était qu'un artiste prometteur qui rêvait d'imposer sa patte à Hollywood. Peut-être que malheureusement, Alex Proyas c'est juste un des cinéastes qui s'est fait complètement bouffer par Hollywood, par les gros budgets, par la folie des grandeurs, au point de perdre toute personnalité et surtout tout ce qui définissait son cinéma et ce qui le rendait si précieux, si artisanal en fait. Et j'arrive plus à placer aucun espoir chez Alex Proyas, honnêtement. RUR, j'y crois pas. Je pense globalement qu'on est un peu comme la conclusion que j'avais faite sur Tim Burton dans un précédent portrait, sur un artiste qui est devenu une caricature, qui accorde beaucoup trop d'importance à ce que le public va penser de lui. Et vous savez ce qui est dramatique, c'est que j'ai une dernière citation d'Alex Proyas sur laquelle je vais finir cette vidéo, et repenser un peu aux 4 derniers films d'Alex Proyas, où c'est un cinéaste interchangeable, qu'on peut complètement remplacer sans que ça n'impacte le film, et qu'en fait on aurait eu le même film avec un Yes Man ou avec Alex Proyas. Repensez à ça et écoutez la dernière citation qu'il a balancée en 2021. Je le sens quand un film n'est pas fait avec le cœur ou n'est pas fait avec l'esprit. Ça donne des films très génériques, très neutres. Et vraiment j'ai horreur de l'idée de regarder un film et d'avoir l'impression que ça aurait pu être dirigé par n'importe qui. En fait moi ce qui m'intéresse c'est de voir l'âme du réalisateur à l'écran. Et c'est la seule chose qui m'excite.